Bienvenue dans Entretien, Madame, Messieurs. Ces nouveaux numéros, comme vous le savez, va porter essentiellement sur la restitution que nous aurons à faire avec un invité de marque ici présent. Il va faire la restitution d'une conférence ou des conférences qu'il a eu à tenir au mois de février, et aussi il a tenu une autre conférence, on peut dire Campus Tour, pour sensibiliser les étudiants sur l'éveil patriotique et pourquoi pas sur la question de la gestion sécuritaire de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et vous le savez, Entretien se base aussi sur des questions de l'actualité de l'heure ou des questions qui taraudent vos esprits par rapport à l'actualité en République démocratique du Congo. Nous ne manquerons pas aussi de faire le point autour de toutes ces questions qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo, que ce soit ici de la capitale Kinshasa ou dans toute la province. Il s'agit bien de Hugues Bolé, qui est président du mouvement citoyen éclairé. Il va donc faire le point autour de toutes ces questions que nous aurons à lui poser ici. Président Hugues Bolé, bienvenue dans Entretien de ces jours. Merci, bonjour à tous ou bonsoir à tous les auditeurs ou téléspectateurs qui nous regardent. Alors, je vais vous prendre en premier volet où vous avez eu à organiser une conférence populaire de la jeunesse, il faut le dire. Vous avez eu à réunir au moins 1000 jeunes de la République démocratique du Congo autour d'un thème, la jeunesse congolaise face à la question sécuritaire de l'Est du pays. Dans ce premier volet, c'était au mois de février. Quelle est la restitution que vous pouvez faire après cette conférence populaire que vous avez donc eu à sensibiliser le jeune Congolais? Merci beaucoup pour la question. Alors, il était justement question de discuter avec la jeunesse congolaise pour entrer dans le cœur de l'actualité, dans le cœur du sujet, qui est justement ces situations sécuritaires à l'est de notre pays. Il faut savoir que nos frères qui sont à l'est sont sous les balles et sous l'occupation, que ce soit des groupes armés ou bien même l'invasion, justement ces groupes armés, le M23 et consorts soutenus par le Rwanda. Et il est important pour nous en tant que jeunes de justement participer activement au processus de paix et au processus de développement de notre pays. Alors, beaucoup d'entre nous, les jeunes, nous-mêmes, ne sont pas assez informés quant à la situation. Exactement. On entend juste des informations recoupées. Alors, il est important pour nous, dans le cadre du mouvement citoyen éclairé, de venir à la rencontre de ces jeunes pour qu'on puisse discuter, comment comprendre si les jeunes ont intériorisé cette notion de paix. Parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, les jeunes qui sont dans la partie est de notre pays pensent que la partie ouest s'en fout un peu de la situation parce qu'on ne sent pas une réelle vraiment motivation de la jeunesse à faire un sitting pour que la paix puisse Kinshasa et d'autres villes vraiment divisées en deux, hein, est-ouest. Et donc vraiment, et surtout dans la partie ouest, c'est Kinshasa. Et on a vu les étudiants, on a parlé de la situation sécuritaire, comprendre aussi les jeunes savaient pourquoi il y avait cette guerre. J'ai eu plusieurs réponses, on a vraiment vu une jeunesse qui a répondu présent. En plus, à la veille de la chute de Bukavu, je pense que même on a invité certaines autorités qui se sont désistées à la dernière minute. Là, vous allez dans le deuxième volet, quand vous avez eu à lancer Campus Tour. Ok. Parlez-nous-en alors. Oui, justement, c'est lié. Hein, c'est que cette conférence au Collège Mobutu, justement, on avait appelé certaines autorités qui, pour des raisons d'État, voilà, ils n'ont pas pu venir. Mais parce qu'il y avait une peur. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disaient qu'on n'allait pas réussir l'événement. Mais au contraire, la jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise a vraiment montré cette volonté-là de venir et de répondre au présent. Donc voilà, c'était vraiment un moment d'échange, un moment de communion avec la jeunesse et surtout, on se rend compte que cette jeunesse est soucieuse de l'avenir de son pays, cette jeunesse est soucieuse que la paix soit réinstaurée et elle est soucieuse que ces efforts qui sont faits au niveau, que ce soit gouvernemental ou de la société civile, puissent porter ses fruits pour le bien-être de toute une population. Vous êtes en contact avec cette jeunesse. Croyez-vous que cette jeunesse, puisqu'en deuxième volet, quand vous êtes allé au Campus Tour,
vous avez eu à avoir comme thème jeunesse, engagement et responsabilité. Pensez-vous que cette jeunesse est vraiment dans ces thèmes que vous avez eu à exploiter au Campus Tour? Bien sûr, bien sûr. La jeunesse, elle est complètement alignée. Vous savez, depuis que je fais le tour des universités, je suis agréablement surpris de voir que, en tout cas en RDC, il y a vraiment une jeunesse qui est soucieuse. Elle a une réponse. Elle est vraiment dans cette démarche-là de vouloir participer. Hein. Okay. Parce qu'après, bon, même si la jeunesse est soucieuse, mais si les institutions ne fait pas participer activement cette jeunesse, au bout d'un moment, elle se retrouve dans une position spectatrice, où elle regarde, mais elle est impuissante d'action. Et donc, du coup, voilà, les jeunes vraiment répondent présents. Il y a ce souci aussi qu'ils soient activement impliqués, pas seulement dans ce slogan ou bien dans cette sensibilisation, on a demandé aux jeunes d'intégrer l'armée. Hein, mais oui, il y a des jeunes aussi qui ont répondu présent à cet appel d'intégrer l'armée. Chose que nous félicitons. Oui, en plus, nous félicitons aussi tous ces jeunes-là qui ont massivement intégré l'armée pour soutenir le pays. Mais il n'y a pas que l'armée. Il y a aussi des autres postes ou fonctions où les jeunes peuvent être actifs, où les jeunes peuvent profiter, parce qu'il y a aussi la recherche dans la nouvelle technologie, l'utilisation des drones, l'utilisation et cet apport-là au niveau, on peut dire, la nouvelle technologie, cet apport de la jeunesse pour contribuer dans les efforts de paix, l'armée numérique et tout et consort. On a juste vu marteler au niveau de l'armée, mais le reste des endroits stratégiques, on a comme l'impression que c'est oublié. On a vraiment l'impression, cette sensation-là, que c'est complètement oublié. Or, il faut que les gens se rendent compte qu'une guerre sur le terrain se gagne grâce à beaucoup de stratégies et grâce à la formation adéquate des militaires. Vraiment, c'est un tandem qui fonctionne ensemble. Donc voilà, vraiment cette jeunesse-là, pour répondre vraiment de manière plus large, elle est active, elle veut participer et elle comprend cette question. Pensez-vous que de cette démarche d'aller de conférence en conférence pour sensibiliser la jeunesse et même parler de l'éveil patriotique, pourquoi pas des changements de mentalité, puisque ça fait aussi le point d'un moment de votre sensibilisation, pensez-vous que c'est une démarche appropriée à ces jours pour vraiment arriver à avoir de résultats voulus? C'est important de sensibiliser. Vous savez, la sensibilisation, ça prend toujours beaucoup de temps. Quand on éduque les enfants dans une maison, on fait de la sensibilisation tout le temps. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Jusqu'à ce que les enfants grandissent et que ce discours devienne naturel et que ça devienne une seconde nature. Bien sûr que ça va produire des résultats et on voit déjà les résultats, mais il faut aussi savoir que c'est un travail sur le long terme. Ce n'est pas en 6 mois parce qu'on a sensibilisé pendant 6 mois que la conscience des gens... Non, c'est vraiment, il faut le faire encore et encore et encore. Step by step, comme les step by step et diversifié. C'est la raison pour laquelle, justement, dans cette sensibilisation, on a 4 axes stratégiques. Hein. Je le répète tout le temps. Pardon, maintenant ça a changé, ça a évolué. 5 axes stratégiques. Ah oui, on en a ajouté un qui est très important. Donc, on a l'éducation. Hein, dans l'éducation, on va justement voir les universités, sensibiliser les jeunes et tout et consorts. Dans l'entrepreneuriat, c'est ce volet économique où on ne veut pas seulement parler, on ne veut pas seulement sensibiliser, mais on veut aussi qu'il y ait une action économique, un système économique qui permette aux gens de vivre. Et je vous prends par le mot avant de continuer. Vous avez eu à lancer, j'ai vu un challenge, je ne sais pas quoi, aussi comment on peut l'appeler, mais d'où vous proposez que la jeunesse apporte des projets. Exactement, pour financer. Tout ça fait partie de nos axes. Hein. Donc, dans l'entrepreneuriat, justement, on a demandé aux jeunes d'emmener leurs projets parce que on est en contact avec des investisseurs qui veulent investir dans la jeunesse, mais c'est pas du bénévolat, c'est du business, c'est du gagnant-gagnant. C'est vraiment que les jeunes puissent déjà être dans ce bain-là où on investit sur vous et qu'il y a un retour sur investissement, pas qu'on vous donne l'argent et puis l'argent se dilapide. Donc voilà, il y a de l'engouement incroyable. J'ai des projets tous les jours. Là, je pense que j'ai plus de 2000 projets, des jeunes dans tous les sens et ça continue à venir. Et donc voilà, vraiment on est en train de faire le tri et on va voir comment on met en lumière certains projets et qu'on fasse attendre d'autres pour d'autres investissements. Mais c'est encourageant de voir que la jeunesse a des vraies choses à proposer. Donc là, on est dans le volet
entrepreneuriat. Et puis il y a le côté sport. Sport, parce qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées dans le sport. Hein. Quand on joue au foot ou bien qu'on est dans une équipe de volley, handball ou bien judo, on ne se demande pas au Moulouba, Mungala, Mukongo, Moussoaili. Non, il n'y a pas. Le sport nous réunit, c'est justement ces valeurs. Donc il y a le sport et puis culture et art. Donc il y a l'art, la musique, la culture, tout ce qu'on est, tout ce qui représente la RDC. Et le cinquième qu'on a rajouté, qui sans ce dernier point, les autres ne peuvent pas voir le jour, c'est la paix et la sécurité. On s'est rendu compte que vraiment dans le mouvement citoyen éclairé, cette notion de paix et de sécurité doit faire partie intégrante de notre démarche. Donc voilà, vraiment dans si vous voyez que c'est diversifié dans cette sensibilisation et même dans cette démarche pour aller vers la jeunesse ou vers le peuple congolais, c'est toute une stratégie qui dans chaque point, on peut disséquer et entrer dans la vie active du peuple congolais. Donc voilà, ça va produire les fruits, on voit déjà la sensibilité, la réponse, mais il faut continuer sur le long terme. Nul n'est question de dire que la jeunesse, cette jeunesse dont on parle, souffre aujourd'hui et dans la précarité, misère, au chômage, il faut les dire. Ça, c'est la réalité de notre pays. Mais qu'est-ce que cette jeunesse peut attendre, devrait attendre de l'actuel gouvernement, si pas du mouvement citoyen éclairé, concrètement? Oui, aujourd'hui, moi, je dis à qui veut l'entendre que pour qu'un pays se développe, ou même pour que la jeunesse puisse se développer, il faut qu'il y ait des systèmes qui fonctionnent. Là, par exemple, il y a un point qui est très important. En RDC, les jeunes veulent qu'on investisse, l'investissement sur la jeunesse, comment on fait, comment on investit. Mais il n'y a aucune banque congolaise par les Congolais pour les Congolais. Déjà dans un pays où le système bancaire est obsolète, ou qui ne fonctionne presque pas, ou presque inexistant, il y a un sérieux problème. Comment vous voulez investir dans les jeunes? Je vois qu'au niveau du gouvernement, il y a quelques structures pour appuyer les jeunes, mais des structures étatiques qui ne sont pas des banques. Dans un pays, il faut des banques et c'est ce que justement nous on propose. Il faut qu'il y ait des banques commerciales pour soutenir le ménage, pour stimuler la consommation. Il faut qu'il y ait des banques d'investissement pour soutenir les entreprises, les PME, pour soutenir justement tous ces entrepreneurs. Après, il faut des banques de crédit agricole pour soutenir le secteur rural, pour soutenir l'exploitation du sol et pour soutenir même une vision sur l'indépendance de la RDC sur le plan agroalimentaire. Donc déjà, il faut des préalables. Il faut que le gouvernement puisse mettre des préalables, établir un cadre, parce que c'est impossible qu'on puisse avancer en ordre dispersé où tel vient dire ci, tel vient dire cela. Mais en réalité, le système de gestion d'argent et de gestion économique, s'il n'est pas au point, même on dit aux entrepreneurs, aux businessmen, ceux qui me regardent, dès que vous voulez commencer un business, la première chose qu'on vous demande, c'est le business plan. Comment votre affaire va rapporter? Expliquez-nous quels sont les mécanismes que vous allez utiliser pour nous montrer qu'on doit investir dans votre business qui va être rentable. Or, aujourd'hui, quel est le business plan de la RDC s'il n'y a pas de banque? Toutes les banques, je vous dis, c'est la raison pour laquelle même que vous voyez les Congolais aujourd'hui sont frustrés de se dire que comment se fait-il que les étrangers arrivent à contrôler notre système économique et que nous-mêmes les Congolais, on est marginalisés. Parce que les étrangers, quand ils arrivent en RDC, vous allez voir que pour la plupart des communautés étrangères, ils ont des banques. Toutes les banques commerciales en RDC n'appartiennent pas aux Congolais. Exactement. Ça appartient aux étrangers. Et c'est un sérieux problème. Et là, même quand les jeunes demandent, oui, que le gouvernement investisse en nous, mais on va investir comment justement? C'est comme ça que nous martelons, que dans un horizon proche, que le gouvernement puisse faire naître justement. La question est prise à bras le corps. C'est ça vraiment notre cheval de bataille dans le point 2 du MCE, l'entrepreneuriat. Si la question n'est pas prise à bras le corps, vous pouvez parler aujourd'hui, parler demain, ça ne servirait à rien. Mais non, on va marteler parce que cette question, les gens en fait ne sont pas au courant du fait que les jeunes, on ne peut pas investir dans vos projets parce que déjà en RDC, il n'y a pas de banque congolaise d'investissement. Il n'y a même pas de banque congolaise commerciale, des banques à capitaux congolais de crédit agricole. Les jeunes, comment vous voulez qu'on investisse? C'est comme ça que nous, justement, on milite. Devant le président de la République, au gouvernement, pour dire que oui, mais bien que vous mettez en place des choses, mais si ce préalable n'est pas là, ce serait impossible de soutenir une économie.
Vous voyez? Et donc voilà, c'est vraiment ça le combat qu'on est en train de faire pour que, à l'issue de ça, que les jeunes puissent maintenant trouver des investissements, des systèmes bancaires avec des taux d'intérêt faibles ou presque inexistants sur le long terme pour booster toute une économie. Donc là, vraiment, on est dans un secteur qui demande que l'État puisse s'y pencher parce que c'est un secteur qui ne peut pas attendre. Nous croyons que le gouvernement va donc s'y pencher pour apporter des solutions idoines. Mais cette question nous amène dans l'actualité, puisque nous allons beaucoup parler sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Vous avez sûrement suivi l'ancien argentier de la République démocratique du Congo, la personne de Nicolas Kazadi, ce n'est même pas caché. Il a eu à faire des révélations graves sur la gestion opaque du pays. Il a beaucoup parlé, mais je prendrai un point quand il dit que nous sommes de jusseurs, il a dit ça de ses propos, et que quand l'argent vient, on se distribue d'abord l'argent pour ensuite réfléchir sur le projet. Quelle est votre appréhension tenant compte du combat que vous menez pour changer la mentalité et de l'éveil patriotique quand vous avez entendu l'ancien argentier de la République tenir ce genre de propos? Bon, l'ancien argentier de la République est responsable de ses propos. Lui-même, il sait et il doit porter la responsabilité de ce qu'il a dit. Ça n'engage que lui ce qu'il a dit. Mais en même temps, ça mérite à ce qu'on puisse se pencher parce qu'il a quand même été dans la gestion de l'État et il a vu les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense que dans le fond, les propos sont vrais, mais il y a une question de forme aussi, parce que il faut quand même rappeler que c'est un homme d'État, et un homme d'État, on ne peut pas s'exprimer avec, j'ai envie de dire, autant de légèreté, parce que ça heurte les sensibilités, et il faut quand même avoir un discours qui montre qu'on est un homme d'État. En tout cas, sur ce point, je pense que l'ancien ministre des Finances a loupé le coche. Mais maintenant, n'empêche, si on revient dans le centre du problème, le système en RDC, il est obsolète. Le système bancaire en RDC est obsolète. Parce que quand on parle de la bonne gouvernance, quand on parle de la gestion, mais c'est à partir des textes, bien sûr, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, les lois et tout et consorts, les gens nous disent que oui, la RDC, elle est outillée au niveau des lois, au niveau de ci, ça, mais messieurs et dames, les députés ou ceux qui font les lois ou bien ceux qui sont dans la gestion, je tiens encore à dire ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Il n'existe aucune banque en RDC, il n'existe aucune banque par les Congolais, pour les Congolais, dans l'intérêt des Congolais. Maintenant, dites-moi, même la mobilisation des recettes qui est faite au niveau national, quand on mobilise les recettes, où est logé cet argent? Bien sûr, oui, l'argent va à la Banque centrale, mais après, la Banque centrale, pour faire la redistribution de ces richesses, elle passe par quoi? Elle passe par des banques commerciales qui ne sont pas congolaises. À partir du moment où on passe par des banques commerciales qui ne sont pas congolaises, comment voulez-vous ressentir les effets? Et puis, déjà par le fait qu'on n'a pas nos propres banques, on est déjà dans un système inexistant, c'est obsolète. Et du coup, on veut dessiner, justement, je viens de donner cet exemple dans une émission parallèle, on veut dessiner un poisson sans avoir l'idée de à quoi ressemble un poisson. Il faut que ce soit clair de notre tête. À partir du moment où le système bancaire et le système de gestion est obsolète, c'est comme si vous avez des tuyaux qui sont troués. Il y aura des fuites. Il y aura toujours des fuites. Exact. Peu importe le Congolais le plus intelligent que vous allez mettre à la gestion financière de notre pays, il va rencontrer ces problèmes de détournement, ce problème où on ne peut pas contrôler les flux financiers à cause du système qui n'est pas en place. Certaines personnes disent oui, mais c'est de la faute de tel, mettons changer déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Mais ça ne va pas changer tant que le système... Le problème, c'est les systèmes. En RDC, on a un problème de système. Exact. Peu importe les hommes que vous allez mettre. Vous savez, en Europe, par exemple, les gens disent que les Européens ou les Occidentaux respectent la loi. Mais c'est parce que le système qui est fait est bon. Vous savez, par exemple, quand il y a un feu rouge, tout le monde s'arrête. Les gens s'arrêtent parce qu'ils savent que quand tu brûles le feu rouge, il y a des caméras qui vont photographier ou bien qui vont prendre ta plaque et puis il y a l'amende qui va suivre. Mais regardez toujours dans le même système européen, dès qu'ils savent que les caméras ne fonctionnent pas et que même si tu brûles le feu rouge, il ne va rien se passer, les citoyens européens brûlent les feux quand ils savent qu'il n'y a pas de sanction et que le système ne fonctionne pas. En RDC, il faut marteler sur le fait que le système de gestion financière est obsolète. Il faut vraiment mettre des mécanismes qui encadrent, qui mettent des contours pour que
la traçabilité soit efficace et surtout, j'insiste, et je vais le répéter jusqu'à ce qu'on m'entende, il faut créer un système bancaire qui fonctionne. Les assurances, les banques, le système bancaire, donc parce que banque et assurance fonctionnent toujours ensemble, les fonds souverains, il y a tellement de choses que d'abord qu'on doit mettre en place avant de se dire que on veut contrôler le flux, on veut pas qu'il y ait des détournements et tout et qu'on sort. Notre système bancaire pose un problème. Chers Congolais, réveillons-nous. Pourquoi en RDC il n'y a pas de banque? Pourquoi on n'a pas de banques congolaises? Pourquoi il n'y a pas de banque d'investissement? Pourquoi il n'y a pas de banque commerciale? Pourquoi il n'y a pas de banque de crédit agricole? Pourquoi? Le gouvernement ne le voit-il pas? Que tous nos capitaux se volatilisent dans les banques, dans tous les intérêts, notre argent, et même vous savez qu'il y a des opérations bancaires. Quand vous devez faire une grosse opération bancaire en RDC, à Kinshasa, mais dans ces banques commerciales, il faut qu'elles appellent des filiales. Il faut qu'elles appellent, pardon, la maison mère. Ils disent oui, mais pour qu'on puisse valider cette opération, il faut d'abord qu'on appelle au Kenya. Il faut que le Kenya valide. Vous vous rendez compte qu'on est dans un pays. Ça passe d'abord par le Kenya et ensuite on valide votre opération. Soit ça doit passer par le Kenya, soit il faut que le Nigeria valide, soit c'est le Gabon qui doit valider. L'opération se passe en République. L'opération se passe. Et pourquoi? Parce que vous êtes dans des banques étrangères. Alors que si on a des banques commerciales congolaises ou des banques d'investissement et des banques de crédit agricole, mais les opérations sont validées en RDC. Exactement. Et en plus, le problème justement avec cette histoire de détournement ou quoi, la RDC, pourquoi je parle du système bancaire et j'insiste? Le système bancaire, c'est le système qui vous permet d'avoir une rétention d'argent dans le pays. Quand vous n'arrivez pas à retenir l'argent dans votre pays, ben l'argent part. Et vous vous retrouvez avec des liquidités faibles, où vous avez une trésorerie qui est insuffisante, qui patauge. Et même l'argent n'arrive pas à circuler en circuit fermé. L'argent circule et ça se dilapide. Et vous vous rendez compte que vous investissez, vous injectez de l'argent, mais l'argent n'arrive pas à rester. Vous n'avez pas une capacité de rétention. Il n'y a pas une capacité de rétention financière en RDC à cause du système bancaire qui est obsolète. Donc voilà, vous allez changer des ministres des Finances autant que vous voulez, vous allez changer d'inspecteur de finances autant que vous voulez, tant que le système bancaire, le système de gestion d'argent de la RDC va continuer à rester obsolète, déjà avec le manque des banques congolais, des banques congolaises aux capitaux congolais, on aura toujours les mêmes problèmes. Exactement. Alors cette question nous mène aussi, ça nous ouvre cette parenthèse pour reprendre la question de consultation nationale. Vous avez été consulté, je le pense bien. Non, nous n'avons pas été consultés. Vous n'avez pas été consulté, voilà. Mais après, cette question de consultation nationale, c'est pratiquement pour former un gouvernement d'union nationale. Et donc, croyez-vous que de ces consultations nationales peut jaillir un casting gouvernemental où il y aura des têtes qui vont fonctionner pour l'intérêt supérieur de la nation, où nous aurons à vivre le même scène avant le gouvernement d'union nationale, si et seulement si il y en aura? Je pense que les consultations n'ont pas atteint l'objectif que le président de la République avait assigné, je pense. Pour la simple et bonne raison, toutes les couches de la population n'ont pas été représentées valablement. Il y a beaucoup de frustration, il y a même au niveau de l'opposition qui n'a pas voulu participer justement aux consultations parce qu'elle trouvait que ces consultations étaient biaisées et tout consort. Il faut tenir compte de ces aspects-là. Bien, moi je dis toujours que dans un pays, il est important qu'il y ait une opposition pour balancer et équilibrer le pouvoir. Et dans un sens ou dans un désir où on veut avoir un gouvernement d'union nationale, il faut absolument consulter les grosses têtes de différents, que ce soit de la société civile, que ce soit de l'opposition et que ce soit du pouvoir. C'est important vraiment que ces différentes parties soient représentées valablement. On ne peut pas dire qu'on a fait des consultations nationales si l'opposition n'a pas été consultée. Ce ne sont plus des consultations nationales. L'opposition n'était pas prégnante par rapport à ces consultations. Oui, elle n'était pas. Elle était du côté du tandem ECC-SENCO pour le dialogue. Oui, en effet, justement, là, c'est là où on est. C'est là où il y a justement ce problème. C'est que d'un côté, il y a la main tendue au niveau du président de la République avec les consultations nationales. Et de l'autre côté, il y a l'opposition qui boude parce qu'elle estime que ces consultations-là ne sont pas, ne respectent pas comment on va dire, leurs revendications, ne prend pas en compte leurs revendications, en raison pour laquelle ils sont avec les prêtres catholiques. Parce que eux, ou bien l'ECC et la SENCO ils veulent être les médiateurs de cette consultation pour que ce soit inclusif. Maintenant, moi je pense que là, on est bloqué dans une question de
bonne foi ou de mauvaise foi. Okay. Il y a une mauvaise foi parce que ce soit au niveau du pouvoir ou au niveau de l'opposition, chacun campe dans ses positions. Or, aujourd'hui, nous devons faciliter ou nous devons aider la mission du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le président de la République démocratique du Congo. C'est le président de tous les Congolais. Et lui-même, le chef de l'État aussi, dans son bâton de commandement, il doit continuer à faire en sorte que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau de la classe politique au pouvoir, les mettre ensemble. Fédérer les forces. Le président de la République doit continuer à fédérer les forces vives. Il doit continuer à fédérer la société civile, fédérer l'opposition, fédérer le pouvoir autour d'un objectif commun. Parce que là, aujourd'hui, la RDC doit former un bloc. Nous devons former un bloc face à la situation sécuritaire, face à la situation économique et même dans les fameux accords qui vont être signés. Nous allons en venir. Voilà, donc voilà, le président de la République, vraiment nous insistons, Excellence, Monsieur le Président de la République, vraiment voyez les parties prenantes et écoutez les revendications et en tant que père de la nation, il va falloir que ce soit même du côté de l'opposition, faire des concessions pour qu'on arrive vraiment à se mettre ensemble, qui est cette inclusion nationale, hein, et pour qu'à l'issue, qu'il en ressorte un gouvernement d'union nationale qui représente le bloc formé par les Congolais pour qu'on puisse vraiment s'asseoir sur la table des négociations et qu'on puisse respecter les accords et que la RDC puisse s'en sortir de cette situation qui est plus que tragique. Exactement. Prenons alors cette question, vous venez déjà de l'évoquer sur les accords que nous aurons à signer avec les États-Unis et tout. On va faire un quid autour des négociations de Doha évidemment et aussi de l'autre côté de Washington où nous voyons que le Rwanda, la RDC et Washington sont autour d'une table pour ils ont déjà eu à signer une déclaration de principe. Là, il y a un avant-projet de la paix des paix qui a été déposé au niveau de Marco Rubio aux États-Unis, mais la grande question est de savoir si est-ce que c'est tout ce que nous voyons, négociations, avant-projet de paix, est-ce vraiment une solution pérenne ou salutaire pour la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? C'est une première partie, c'est-à-dire que là, on pose les jalons de quelque chose qui peut être bénéfique pour la RDC. Si et seulement si, la RDC aussi de son côté fournit les efforts nécessaires pour être au créneau, pour monter au créneau, pour répondre aux attentes. Parce que c'est bien de signer les accords, mais il faut derrière respecter ces accords. Et il faut derrière faire un travail pour que, au niveau interne de la République démocratique du Congo, qu'on puisse envoyer des bons signaux. Vous savez, on a plusieurs réformes. Moi, je suis vraiment très concentré sur la partie micro, ça veut dire en interne. Déjà que les Congolais, qu'on arrive à se mettre ensemble pour conjuguer le même discours, pour parler la même langue. C'est-à-dire qu'il y a des réformes qui doivent être faites au niveau de l'armée, des réformes qui doivent faire, on doit avoir des réformes institutionnelles, il doit y avoir des réformes au niveau de l'économie, des réformes du système bancaire, des réformes du système éducatif. Il y a des réformes dans tous les sens qui demandent à ce que les Congolais soient ensemble pour qu'à l'issue de ces accords qui vont être signés, que nous, derrière, que nous soyons en mesure de faire ce travail et que nous puissions ressentir les bénéfices et les bienfaits de ces accords. Mais si on signe seulement les accords et qu'on croise les bras, et bien ces accords ou les signatures ou ce qu'on aura mis sur la table va se retourner contre nous parce que c'est une course. Vous savez, même dans les accords, moi je me suis toujours dit que en fait c'est comme si la guerre changeait de sens. C'est pas vous quittez sur le terrain des armes, mettons vous entrez dans une diplomatie et dans un secteur économique de résultats, de travail, de résilience pour continuer à garder le cap. Parce que si on ne fait pas ce travail en interne, ces accords vont se retourner contre nous et dans 5, 6, 7 ans, nous allons encore entendre des gens prendre des armes pour dire que nous ne sommes pas d'accord par rapport à la situation. En tout cas, il faut que les Congolais soient responsables. Dans cette responsabilité, ça demande de la bonne foi, ça demande de la résilience, ça demande beaucoup de travail. Et de vraiment mettre en place ces réformes qui vont modifier le visage de la RDC et qui va responsabiliser, qui va montrer le sérieux que la République démocratique du Congo a par rapport à ses partenaires internationaux, que ce soit les Américains ou les Rwandais. Parce qu'il faut se dire que dans les relations justement internationales et dans les relations entre États, il n'y a pas de sentiment.
ce sont des relations, je le dis souvent, c'est froid, et ce sont des relations d'intérêt. Les rapports de force même. Merci, ce sont des relations de rapport de force. Il faut que ce moment de répit soit un moment pour nous où on consolide nos forces. Parce que si aujourd'hui on part avec une force par exemple de 3 sur 5 et que demain notre force baisse à 2 sur 5 ou à 1 sur 5, on va nous écraser. Exactement. Mais si on part en augmentant nos forces et en montrant le sérieux et le travail qu'on est en train de faire, eh ben, le respect va monter et on pourra encore même renégocier nos contrats parce qu'on sera en position de force. Donc voilà, ici, il ne faut pas perdre à l'esprit que nous devons travailler et continuer à se renforcer, que ce soit en interne et en externe. De cette question, l'opposition dit que le président qui conduit le pays dans ses accords a eu à brader les minéraux ou les richesses du pays. Vous, de la société civile, qu'est-ce que vous direz? Est-ce que de ces accords signés, déclaration de principe et ces accords à venir et tout, on a eu à brader les richesses de notre pays? Mais non. C'est juste pour retrouver la paix dans la partie orientale. Non, on n'a pas bradé. Il faut qu'on évite des discours qui divisent les Congolais. Ce n'est pas bradé. Et en plus, les accords ne sont pas complètement signés. Et on n'a pas le contenu de tous les accords parce que c'est encore négocié, c'est encore signé. C'est encore en phase de négociation, en phase justement de ces accords-là de principe, ou les avant-projets d'accord. Quand on dit déclaration de principe et puis avant-projet d'accord, on est en train de faire le toilettage. On ne peut pas dire qu'on a bradé, c'est pas comme si l'accord a été signé et qu'on a mis ça à notre disposition, mais vraiment on est dans une phase où les Congolais doivent justement avoir un œil aguerri, où on doit avoir les yeux bien ouverts sur ce qui sera signé, sur les équipes qui sont envoyées. C'est le moment où nous devons nous asseoir ensemble pour regarder ces accords de paix et d'accompagner justement le président de la République, parce que faut pas non plus qu'on ait la sensation de se dire que c'est une guerre du président, c'est un accord du président. Ça concerne la population et l'ensemble des Congolais, et il faut que nous tous, justement, la raison pour laquelle on doit se mettre ensemble pour qu'on puisse conjuguer les mêmes efforts et qu'on puisse conjuguer justement cette volonté-là de voir ces accords au bénéfice de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous, en tant que membres de la société civile, et étant donné que nous ne connaissons pas tous les contours, nous demandons justement un œil aguerri de la part de l'équipe du président de la République qui va signer ou bien qui va négocier ces accords pour que ce soit au bénéfice des Congolais, que ce soit des accords gagnants-gagnants pour la RDC, mais que la RDC n'oublie pas que dans ces accords, on a une part de responsabilité dans le respect justement de ces accords et dans le travail que nous allons mettre sur la table pour arriver à des résultats économiques probants, pour arriver à contenter que ce soit nos partenaires extérieurs et que la RDC aussi puisse bénéficier en interne. Président Hugues Bollet, vous êtes, je rappelle encore une fois, président du mouvement citoyen éclairé en République démocratique du Congo. J'ai eu, comment dire, la chance, je peux dire, de lire quelques articles de ces accords. Le point 4 ou le point 3, je pense. Je vous le dis parce que vous êtes du mouvement citoyen éclairé. Vous devez éclairer la population. Ces points 3 ou 4 stipulent que la RDC et le Rwanda devront partager le forêt, le parc national. Ça, il faut le dire, puisque c'est dans ces accords ou l'avant-projet de paix, et aussi partager le minerai. Quelle est votre appréhension quand vous lisez dans ces lignes que nous devrons partager nos parcs nationaux, nos minéraux, avec le Rwanda, alors que c'est le Rwanda qui nous agresse, mais on a comme l'impression que le Rwanda est dédommagé en quelque sorte dans tout ce qui se passe dans la partie orientale, pour ensuite bénéficier des avantages de la République démocratique du Congo, puisque c'est notre intégrité territoriale qui est menacée. Vous savez, la RDC a 9 pays limitrophes. Et dans les relations économiques de ces 9 pays limitrophes, il y a des relations transfrontalières. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des parcs. Je pense qu'il y a un de nos parcs, il faut que je retrouve Virunga, qui commence en RDC et qui tombe dans le Rwanda. Et toutes les richesses transfrontalières qui sont entre la RDC et le Rwanda méritent
une attention particulière. Quand on dit on va partager nos parcs, nos forêts, justement, ce sont dans les zones frontalières. Et nous insistons pour que dans ces accords, que ce soit bien stipulé. Exactement. Parce que vous savez que même à l'époque du président Mobutu, il y avait, en 1976, il avait établi ou ils avaient installé entre le Rwanda, le Burundi et la RDC, la communauté économique des pays du Grand Lac. Pourquoi? Parce que même à l'époque de Mobutu, Mobutu avait senti justement que pour des raisons de paix sociale, il faut qu'il y ait cette communauté économique qui partage justement ces ressources frontalières pour permettre à ce que les pays frontaliers de la RDC ne se sentent pas à l'écart de nos richesses, parce que certaines richesses touchent les frontières. Et pour des raisons de paix, c'est comme ça que même cette communauté économique avait vu le jour. Et dans ces accords aujourd'hui, dans mon entendement, quand on parle des ressources minières, ce sont des ressources qui sont dans les frontières des deux pays. Comment? Entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Comment on arrive à contenter nos pays limitrophes? Parce que nous avons 9 pays limitrophes, et vous allez même voir que dans certaines zones de la RDC, il y a même des monnaies étrangères qui servent d'échange entre la RDC et les pays tels que l'Ouganda, même le Rwanda ou le Burundi. Il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas non plus être naïf à se dire que la RDC va complètement se refermer sur elle-même et ne va pas voir les pays limitrophes. Nous sommes un pays riche. Et quand vous êtes riche, tellement riche, vous devez aussi tenir compte de ceux qui sont autour de vous pour des raisons de paix sociale. Puisque ça validait, pardon, je vous prends par le mot, ça validait un peu la thèse de Nicolas Sarkozy qui disait que la RDC doit partager ses richesses. Oui, mais en voyant cet article, ça fait peur. Oui, quand on parle de partager, je pense que le terme n'est pas bien choisi. Le terme n'est pas approprié de partager. Ça laisse entendre que des ressources qui sont, par exemple, dans la région du Grand Équateur, que non, dans l'entendement, ce sont des ressources transfrontalières des pays des Grands Lacs qui vont demander qu'on puisse se pencher dessus pour qu'on puisse voir comment dans les relations et dans la coopération économique entre ces pays, on peut arriver à avoir une relation pacifique, parce que justement on tient compte des richesses de la RDC. Je vous ai donné par exemple l'exemple des parcs, certaines richesses, même richesses culturelles qui sont entre les nations, entre nos pays frontaliers. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est dans ce sens-là. Maintenant, je pense que dans les discours populistes où on veut monter les populations, on dit oui, là, le Rwanda va partager les ressources de la RDC, mais comme les accords n'ont pas été signés et que ce point pose un problème d'entendement, il serait important de spécifier de quelle manière ça va être fait, si justement cette coopération économique existe entre les États, parce qu'il n'y aura pas que le Rwanda, il y a le Rwanda, il faut tenir compte de l'Ouganda, du Burundi, il faut tenir compte de tous ces pays justement qui sont dans la partie orientale de la RDC. Et pour justement, le président Mobutu était déjà dans cette démarche, il avait déjà vu cette opportunité. Et même aujourd'hui, dans les accords avec les États-Unis et le Rwanda, il continue à exister ce problème qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, je tiens à ce que nous puissions faire attention et que les contours soient bien circonscrits pour permettre justement ces rapports économiques et que cette paix soit installée dans cette zone. Il y a aussi l'autre question qui taraude les esprits des Congolais, tout en sachant que Doha, capitale du Qatar, a des intérêts à Kigali, et aussi les États-Unis qui restent un partenaire indéfectible, ça il faut le dire. Nous ne savons pas si à travers le temps cela va changer, qui a aussi des intérêts au Rwanda. Est-ce que vous croyez que de ces deux pays qui ont repris la médiation pour la paix entre la RDC et le Rwanda joue un franc jeu? Est-ce que cela n'est pas pour les intérêts d'abord de Doha et des États-Unis, ou c'est pour les intérêts premièrement de la République démocratique du Congo qui est agressée par le Rwanda? Oui, Doha vise ses intérêts, les États-Unis visent leurs intérêts, le Rwanda vise leurs intérêts, la RDC aussi doit viser ses intérêts. Et donc tout, on doit arriver à conjuguer ensemble les intérêts pour des raisons de paix. Et maintenant, c'est là où entre le sérieux des Congolais, c'est là où entre cette notion congolaise de travailler de manière acharnée pour que les résultats, pour que les accords qui vont être signés, pour que justement ces relations bilatérales entre États et entre pays puissent bénéficier à chacun d'entre nous. Si aujourd'hui on est assis sur une table de négociation, c'est parce qu'on considère que la RDC aussi propose
quelque chose. Exact. Et qu'on doit entendre la voix de la RDC. Maintenant, c'est à la RDC, avec ses négociateurs, d'être malin et d'être intelligent pour pouvoir justement tirer aussi le drap de son côté. C'est pas une partie de plaisir, ce sont des rapports de force. Il faut que la RDC aussi vraiment monte au créneau pour mettre sur la table ses revendications, pour mettre sur la table les intérêts de notre pays, et qu'en fonction de tout ça, que toute cette politique-là puisse permettre à la RDC aussi de s'en sortir. Il ne faut pas que nous partions en victime. Exactement. Nous n'allons pas nous victimiser, nous n'allons pas aller là-bas pour pleurer. Nous allons là-bas pour négocier, nous allons là-bas pour que la RDC retrouve la paix, nous allons là-bas pour que la RDC puisse envoyer des signaux positifs et que l'économie de notre pays puisse se relever. Nous devons tenir compte des partenaires, nous devons tenir compte des pays limitrophes, nous devons tenir compte de la situation actuelle et nous devons en sortir grandis. Dernière question, Président Hugues Bollé. Il est vrai que nous sommes dans ces négociations de Doha et aussi dans cet avant-projet de paix de Washington. Pensez-vous que ces deux médiations, au-delà du processus de Luanda, du processus de Nairobi et de tous les processus que nous avons eu à connaître, vont donc apporter cette solution tant recherchée à la République démocratique du Congo? Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de magie ou de baguette magique qui va venir changer radicalement les choses. Nous sommes dans un processus où nous voyons que bon, ça montre des signaux positifs. Ça nous envoie des signaux qui nous disent qu'on peut arriver à faire quelque chose à partir de ça. Mais maintenant, il faut rester prudent et il faut aller méthodiquement et stratégiquement pour que dans l'avancement des négociations, que la RDC puisse être bénéficiaire, que la RDC soit gagnante et que les intérêts de la RDC soient protégés. Et parce que chaque État vise ses intérêts. Okay. Et donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, mais je pense que là où les hommes sont assis et qu'il y a des concessions qui sont faites, on peut sortir avec des résultats probants. Mais en même temps, ça peut être aussi un couteau à double tranchant. Si on n'est pas vigilant, si on n'est pas aguerri et attentif, ces accords vont se retourner contre nous et ça va encore nous menotter pendant des longues années. C'est ainsi qu'on appelle à l'éveil de tous les Congolais. On appelle à l'éveil de la classe politique congolaise, de la société civile congolaise, pour qu'ensemble que nous puissions vraiment percuter et qu'ensemble que nous puissions viser les intérêts de la RDC et que nous envoyions des signaux positifs par le sérieux de notre pays, dans les engagements, dans le respect des engagements, par la résilience, par le travail et par la volonté commune de développer toute une région, de développer tout un pays et de développer vraiment tout un peuple. En une minute, face à votre caméra, un dernier mot à cette jeunesse et cette population qui vous suit. En tout cas, face à la caméra, exact. Je demande à tous les Congolais de continuer à rester vigilants, de continuer à rester attentifs par rapport à la situation qui est en train de se passer ou par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Nous demandons à la classe politique, vraiment de manière générale, de pouvoir faire preuve de bonne foi et pour une fois que les Congolais se mettent ensemble, parce que l'une des raisons qui font en sorte que l'ennemi continue à surfer sur cette vague de la guerre, sur cette vague des intimidations et de cette vague de pillage de nos ressources, c'est parce que les Congolais n'arrivent pas à se mettre ensemble, c'est parce qu'on n'arrive pas à conjuguer ensemble les mêmes intérêts et pour des raisons des fois de mauvaise foi qui nous divisent. Et pour des intérêts individuels, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Donc il est important pour nous que l'opposition et que le parti au pouvoir ou que l'ensemble des Congolais puissent se mettre vraiment sur une même longueur d'onde pour qu'on puisse conjuguer ses intérêts. Ce n'est pas du tout une partie de plaisir. La RDC est au bord d'une crise vraiment qui peut tourner vers des situations inattendues. Alors nous devons être prudents, nous devons être sérieux, nous devons nous mettre ensemble et faire preuve de bonne foi pour que ce pays puisse se développer. Vraiment la jeunesse congolaise, continuons à rester actifs, continuons à viser le développement de notre pays et accompagnons aussi les efforts du président de la République parce que dans un pays, on n'a qu'un seul président. Et si on a voté pour ce président, même ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui, en ce moment-ci, nous avons un président. Et il ne faut pas qu'on se dise que c'est la guerre du président de la République, mais c'est la guerre des Congolais, que nous devons nous mettre autour du chef
pour que nous puissions éradiquer et que le processus démocratique fera que d'autres monteront aussi au pouvoir et ainsi de suite, il y aura alternance, mais que la volonté commune des Congolais de développer ce pays puisse se ressentir au niveau international. Merci beaucoup, Merci. Président Hugues Bollet, Merci. président du mouvement citoyen éclairé, d'avoir répondu à toutes nos questions, sans filtre surtout. Merci Nous vous beaucoup. disons grand merci. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi ces numéros d'entretien par le canal de la télé, la radio ou l'Internet. Nous vous disons un grand merci. Continuez donc de suivre le programme de Digital Congo pour toujours être informé. Merci et nous prenons rendez-vous prochainement.